enregistre. Voilà. Et on va voir en faisant cela. Pardon, excusez-moi, j'étais parti comme si j'étais en classe. Partager et dire que je râlais sur les vidéoprojecteurs. Eh ben dis non, je préférais les vidéos. Donc là, ça va être partagé. On va revenir sur le truc. On va afficher ça en plein écran. On y va. Donc, je me mets en pause de la dia et je mets masqué. Donc voilà, je vous disais donc qu'on est vraiment en statistique descriptive, effectivement. La partie descriptive, c'est celle-ci, hein, c'est tous les pourcentages. Bien sûr, pas seulement les pourcentages. Ils sont reliés à ces modalités. Vous avez compris que c'était des modalités d'une variable qualitative, hein, qui peut être exprimée en ces termes. La variable pourrait par exemple s'appeler santé de la rivière ou état de la rivière, tout bêtement. Donc, l'état ou la santé de la rivière aurait 1, 2, 3, 4, 5 modalités, ne l'oublions pas celle-ci. Non évaluée, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de mesure de fait. Il n'y a pas eu de programme, il n'y a pas eu d'éléments qui ont focalisé l'attention des pouvoirs locaux ou des associations ou des scientifiques sur ces cours d'eau. Et donc, ils ont été oubliés pour des raisons X, Y ou Z qu'on ne peut pas toujours imaginer. Ça peut paraître, par exemple, comme des données manquantes, mais l'histoire devra être fouillée pour savoir pourquoi ça n'a pas été évalué. Mais vous voyez, hein, pour les personnes qui ne comprenaient pas. Donc, vous voyez très très bien le camembert. Hein. Vous allez avoir 5 modalités, associées à des quartiers de ce camembert. Donc ici, une toute petite tranche, ici une tranche modeste, ici plus de la moitié, presque les 2/3 du camembert. La même valeur ici, et là un peu plus, 6% pour une faible tranche non évaluée. Donc vous allez avoir votre diagramme circulaire, on appelle ça les pies en anglais, comme une tarte, vous voyez, en français camembert. Il fallait bien se démarquer, effectivement, parce que quand on a mis le premier secteur, ça ressemble à un camembert qu'on a commencé à grignoter. Donc, c'était ça la descriptive. Alors bien sûr, cette variable aléatoire ici, et la variable qui est donc, on va dire, la variable dépendante, ok. Et vous allez avoir, eh bien, au lieu de concentration bien particulière, à cette variable dépendante, qui est donc une qualitative, on est bien d'accord, hein. Cette qualitative est ordinale, beaucoup de gens me l'ont trouvé, d'accord, parce que bon état, c'est mieux que état moyen, qui est mieux que état médiocre, qui est mieux que état mauvais, et non évalué, ça viendrait à part, mais ça ne brouillerait pas beaucoup les pistes en ordinal. C'est-à-dire qu'à la limite, on pourrait en tenir compte, comme on pourrait ne pas en tenir compte. En tout cas, l'ordinal, elle est là, avec cette petite difficulté de savoir comment on marque le non évalué ici. Est-ce qu'on le marque par un 0, par exemple, ici? Et puis ici, on aurait 4, 3, 2, 1. Ça peut être une possibilité. Un recodage numérique en échelle de Likert de mon élément qui va s'appeler donc santé de la rivière ou état de la rivière. Mais vous voyez que associé à cette qualitative, il y a la vraie mesure, c'est-à-dire qu'il y a des vraies mesures qui ont été faites, mais comme l'a dit l'un d'entre vous très justement, pour une meilleure lisibilité, eh bien, nous avons travaillé par intervalle. Alors vous voyez, bon état, c'est inférieur à 10 mg par litre. Plus la concentration de nitrate est faible, hein, c'est donc celle-ci, la variable quantitative continue, qui correspond vraiment à notre variable mesurée et qu'on a répartie en classes. Donc de 0 à 10 mg, bon état. Et là, vous auriez inférieur ou égal à 25, forcément supérieur à 10. Donc l'autre intervalle, c'est de 10 à 25 mg, état moyen. Il y a des vraies mesures hein, pour la concentration de nitrate, mais pour des raisons de lisibilité, on les a mis ici. D'accord? Là, effectivement, de 25 à 50, état médiocre. De 50, au-delà de 50, on a décidé que c'était mauvais état. Alors, ça pose un problème pour les histogrammes parce que les barres ne vont pas être de même valeur. Là, il y a un intervalle de classe qui fait 10 mg. Là, il y a un intervalle de classe qui fait 15 mg. Là, 25, c'est pas interdit. Hein. Et là, on est parti en coquille, ça peut aller jusqu'à des valeurs extrêmes. Et puis là, vous avez non évalué. Donc forcément,
Dans ce cas précis, ce n'était pas évident à trouver. L'histogramme aurait pu être possible éventuellement avec ceci, et encore à quelle limite on s'arrêtait pour 550 mg au seuil européen, au seuil de détection de l'appareil, au seuil maximum qu'on a enregistré. Donc l'histogramme n'était pas vraiment dans ce cas particulier, bien que effectivement dès qu'on a un intervalle, on peut faire un histogramme, l'élément le plus intéressant à considérer. D'autre part, il n'aurait eu que 1, 2, 3, 4, 5 classes, disons 4 classes effectives, et puis là, on n'aurait pas pu le mettre ça dans l'histogramme, puisque ce n'est pas une quantitative, ça, c'est non évalué. Donc, le plus intéressant dans ce cadre-là, c'était bien de faire une représentation en diagramme circulaire, c'est-à-dire en camembert en français ou en pie, P-I-E en anglais. Bien, alors tous les logiciels vous permettent de faire ça. Le plus délicat, c'est que ici vous avez des pourcentages. D'habitude, on a des quantités et c'est le logiciel qui nous transmet ça en quantité. Donc, sous-jacent à cela, il y a un nombre de cours d'eau dans l'État breton. Vous voyez toute l'information qu'il y a ici. Et ce nombre de cours d'eau est ramené en pourcentage. Eh bien, nous pourrions faire, par exemple, de l'inférentiel, mais cette fois-ci en invoquant soit les pourcentages, soit les quantités. Je m'explique. Pourcentage, comparaison de deux proportions. Par exemple, quel est le pourcentage de cours d'eau en bon état quant à la concentration de nitrate dans le cours d'eau breton, comparé au cours d'eau en bon état, par exemple en Normandie. Okay, et donc là, vous regardez si les pourcentages trouvés diffèrent significativement en faisant un test Z sur deux proportions observées. Si cela vous pose des problèmes, vous allez sur ma chaîne YouTube et vous regardez comment on fait un test Z sur deux proportions observées. Par exemple, un test Z, ça peut être autre chose. Et puis, vous pouvez aussi dire, bah non, moi je vais utiliser toutes les catégories ici. Et effectivement, comme Patricia l'a indiqué, vous pouvez procéder à un qui de, puisque là, vous avez une ordinale, donc une qualitative, qui peut être la variable dépendante. Dépendante de quoi? Bah, par exemple, d'autres facteurs que vous mettrez en exergue. Et là, cette fois-ci, pour le qui de, il faut avoir les vrais observés. Et ces facteurs vont vous permettre de savoir dans un fichier quels sont les événements qui sont associés à l'opérateur et, c'est-à-dire bon état et, par exemple, je ne sais pas moi, pour certains cours d'eau, bah, ils ont été protégés, mis en valeur, entretenus, et puis d'autres ont été bon état et non entretenus, etc., pour voir l'effet de l'entretien sur l'état des rivières. D'accord? Donc vous auriez entretien, oui, non, qui serait donc la variable indépendante, celle qui serait explicative de l'état des rivières, donc bon état, état moyen, état médiocre, mauvais état, et on voit en fonction de ça si les rivières entretenues se démarquent de façon significative des rivières non entretenues quant à la répartition de la concentration de nitrate en 4 catégories. Donc vous voyez, la concentration de nitrate n'a pas été traduite dans une qualitative nitrate, mais dans une qualitative état de la rivière, tellement la liaison est évidente. OK? Bon ben voilà ce qu'on peut dire de ce schéma. Vous voyez que c'est derrière l'ouverture à d'abord une statistique descriptive, puisque tout y est ici, puis on peut imaginer, il n'y avait rien qui permettait de le supposer ici, que ces éléments pouvaient rentrer dans une statistique inférentielle de type qui2, mais pas seulement, on pourrait faire une ANOVA avec les vraies concentrations, on récupère toutes les concentrations et on regarde effectivement en fonction de l'entretien ou non de ces rivières si la moyenne des concentrations de nitrate dans l'ensemble des cours d'eau va dépendre ou non de l'entretien des rivières et des cours d'eau qui sont mesurés. D'accord? Ça vous parle plus? Donc vous voyez un petit peu ce sur quoi je vous amène, c'est-à-dire avoir le discernement, savoir dans quelle case on est et prévoir d'un coup d'avance, comme les joueurs d'échecs, ce que vous allez faire de ces données. Ok? Donc les nitrates, c'est vraiment un problème dans nos cours d'eau, ceux que nous aimons voir en bonne santé. Donc là, vous voyez, effectivement,
pour une rivière qui s'appelle la Vilaine, qui court donc en Bretagne, hein, de 1971 à 2007. J'ai arrêté le diagramme à 2007, je ne sais plus pourquoi, parce que j'ai plus de données, je crois, ou parce que je voulais l'avoir dans une seule dia. On voit qu'effectivement, il y a une évolution certaine là qu'on peut mettre en exergue. Et quel outil vous utiliseriez pour montrer cette évolution? Est-ce que vous croyez vraiment que c'est la meilleure représentation graphique? Alors ça peut, hein, parce qu'on peut voir comme ça s'il y a des cycles, on peut voir comme ça s'il y a une tendance. Mais si on veut voir une tendance, vous pensez à quoi, vous? Vous pouvez regarder par exemple les tendances de vue sur YouTube aussi d'une vidéo ou d'une chaîne. Ça ressemble un petit peu à ça. Donc là, vous reconnaissez une série temporelle. Hein, vous voyez, dès que vous avez le temps en abscisse, c'est une série temporelle. Donc vous pensez à quoi comme représentation? On va voir ça là. Alors, voyons ça. Alors, Yanis, les classes ont été choisies, on va dire, empiriquement, c'est-à-dire qu'il faut à la fois qu'il y ait suffisamment d'échelles, je réponds à ta question hein, que tu as posée il y a quelques minutes, qu'il y ait suffisamment de classes, hein, parce que là vous avez compris que c'était des classes de concentration de nitrate qui étaient réparties et qui étaient associées à un état de santé de la rivière parce qu'on le sait. Bon, soit il y a des normes européennes et à ce moment-là ces classes rentrent dans des catégories bien fixées, c'est sûrement ce qui arrive ici, soit effectivement, pour des raisons d'effet de seuil, on va décider d'un seuil pour chacune des classes qui seront associées à d'autres études statistiques qui ont montré que, par exemple, pour passer de l'état moyen à l'état bon, c'est sûrement que le nombre de poissons qui étaient en bonne santé allait être en plus grande quantité dans les cours d'eau bons ou les bioindicateurs plus présents que dans les cours d'eau moyens. Donc, c'est pas comme ça, avec la règle du pouce, qu'on fait les classes qui ont été choisies, surtout quand il s'agit de qualité de rivière. Donc, excellente question, Yanis, ça ne m'étonne pas de toi. Donc, les classes ont été choisies, on va dire, plutôt sur des aspects d'articles scientifiques, de normes européennes et surtout de seuils qui, à l'échelle, on va dire, internationale, au moins pour des pays comparables, bien sûr, si je m'aventure vers des pays dictatoriaux, j'aurais jamais ça, vont permettre de qualifier la rivière en bonne santé sur des aspects, on va dire, solides. OK ? Oui, alors Yanis, tu as raison. Ça ressemble à une régression linéaire. Dès qu'on a une variable quantitative, c'est-à-dire ici, nous avons une quantité de nitrate qui peut s'expliquer par une autre variable quantitative. Alors, ce n'était pas évident, mais le temps est une variable quantitative. Hein. Donc, on peut très très bien imaginer qu'on remplace les barres par des points et qu'on essaye de tirer une droite de tendance où on va avoir effectivement ce qu'on appelle une régression linéaire. Bien sûr, avec vous, je vais le faire, cette régression linéaire. Bien sûr, avec vous, je vais faire sur des choses qui seront beaucoup moins, on va dire, tendancielles que le facteur temps, c'est-à-dire avec des vraies quantitatives pures et dures, on va dire. Hein. Donc, on tracera effectivement, Mathias, une courbe de tendance. Et cette courbe de tendance sera peut-être linéaire ou peut-être pas. Hein. C'est-à-dire que si vous regardez ici, vous avez une progression qui va peut-être être de l'ordre de l'exponentielle. Vous voyez, je la trace là tout doucement. C'est-à-dire qu'il y a une légère exponentielle avec des points un petit peu cycliques qui arrivent là, qui va pouvoir se dessiner. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement linéaire, mais peut-être plus que linéaire. À voir. Donc, il faudra faire les deux essais. La régression linéaire en log, pour voir l'effet exponentiel, et la régression linéaire en échelle de non transformée pour voir si c'est une progression linéaire. Comme vous l'avez remarqué, 2001 et 2002 manquent, ce sont donc des données manquantes. Comme vous l'avez remarqué aussi, 72, 73, 74, 75 manquent, mais les valeurs étant tellement basses en 71 par rapport au reste, hein, qu'on peut se demander si ça a été abandonné
ou si ça a été si bas. Moi, je dis qu'à cette époque-là, on n'avait pas encore une prise de conscience écologique comme maintenant et qu'il a fallu attendre, en gros, vous ne l'avez pas connu, mais la fin des années Giscard pour pouvoir s'en sortir et pouvoir arriver à cette conscience écologique. Les années 75, on va dire, sont déterminantes dans le changement de comportement. Pour vous donner une idée, en 75, il y avait une campagne de pub, vous vous souvenez, qui incitait les automobilistes à ne plus jeter leurs ordures et leurs déchets par la fenêtre puisqu'ils polluaient les bords de route, et non plus aussi de laisser tous les détritus quand ils faisaient des pique-niques. Ah, on revient de loin, hein, vous voyez, la génération de vos grands-parents ont peut-être connu une nature splendide, mais une nature qui était effectivement à protéger et qu'ils n'ont peut-être pas réussi assez collectivement à protéger. Ça veut dire que tout le monde se comportait comme des cochons, mais il y avait beaucoup de cochons. Voilà, c'est dit. C'est dit, un peu de balance, hein, d'accord? Moi, j'étais petit, donc je ne sais pas si j'étais coupable d'un quelconque comportement. En tout cas, à cette époque-là, moi, j'avais des institutrices qui nous mettaient déjà devant le fait accompli. Merci à ces dames-là, parce qu'elles nous ont éveillé la conscience étant très jeunes. Donc, vous voyez, une courbe de tendance. Alors, on va continuer dans notre aventure, là. Donc là, on y a répondu. Et on va introduire deux personnes clés, hein, qui vont être, alors là, ouais, oui, là, il n'y a pas besoin de faire pause. Et voilà, bon, ok. Donc, deux personnes clés qui vont être Franck et Marie. Marie et Franck vont s'intéresser au nitrate et au phosphate. Hein. Vous avez compris qu'ils allaient procéder de façon, on va dire, bien établie, selon des protocoles bien clairs. Donc, vous voyez que Marie est équipée de bottes, elle va dans la rivière, elle va sûrement prendre des échantillons à différents spots de la rivière. Et Franck, lui aussi, est équipé terrain, on le voit bien avec son anorak, sa protection. Et puis, il a ici un cahier des charges et sûrement dans sa main quelque chose qui ressemble à un appareillage ou quelque chose qu'il va utiliser. Et rien ne dit que Marie et Franck n'ont pas leur valise, hein, on appelle ça des valises de manip ici, n'est pas leurs valises ou leurs appareillages à portée de main pour pouvoir faire du terrain. Ce ne sont pas des imbéciles, ce sont des professionnels. D'accord? Donc, deux ingénieurs, on va dire, eau et forêt, ou des ingénieurs biologistes, ou des ingénieurs mandatés par une communauté territoriale pour pouvoir faire des relevés, ou par une association, ou par une entreprise, et donc ils le font selon les normes. Et puis, vous voyez qu'ici, il y a des spots sur la rivière qui correspondent effectivement au lieu. Hein, vous vous souvenez, il y a des personnes qui me l'ont dit. Il faut indiquer le lieu à laquelle sont réalisés ces prélèvements. Donc, du coup, les lieux sont codés. Bon, le labo, c'est à quoi correspond? AZ, dièse 715, JG, dièse 356, KW, dièse 975. C'est eux, c'est leur codage. Ça permet de différencier les spots selon des critères qui leur sont propres. Et ma foi, c'est suffisant pour distinguer un prélèvement ici d'un autre prélèvement ici et encore d'un autre prélèvement ici. Donc vous voyez ici qu'ils ont essayé de faire tout ce qui était en leur possible pour rendre compte de la diversité du paysage. Ils ont pris un spot en fin de boucle juste avant une partie linéaire. Ils ont pris un spot en plein entre deux boucles pour les histoires de courant, de turbidité, de débit, etc. Et là, un spot juste avant la boucle, après une première boucle, d'accord, une toute petite boucle. Donc, ils ont essayé de diversifier en quelque sorte leur échantillon pour qu'il soit le plus représentatif possible. Ils n'ont pas été les prendre peut-être trop près les uns des autres ou trop éloignés les uns des autres, parce qu'ils auront peut-être le risque de voir des choses trop différenciées s'ils vont à 50 km en spot l'un de l'autre, et que c'est peut-être pas le but du jeu, c'est peut-être de voir quelles sont les répercussions à distance moyenne de quelque chose. Alors quelque chose, c'est quoi? C'est la concentration de nitrate. Alors n'oublions pas que Franck et Marie sont dans le cadre de ce schéma qui est donc associé à un contexte. Et ce contexte, c'est qu'effectivement, il y a une activité agricole, tiens, pile poil justement, dans cette zone, ou du moins en bordure de cette zone, dans cet espace, avec des répercussions à plus ou moins longue distance, puisque nous voyons ici que nous avons un épandage dans le sol, sur le sol. Donc forcément, ça va circuler, et ce serait bien un miracle que ça n'atteigne pas
la rivière d'une façon ou d'une autre, et à quoi ça sert de se mettre la tête dans le sable ou de se boucher les yeux. Il faut à un moment donné passer à des expériences. Donc, moi, je vais vous poser la question, est-ce qu'on pourrait voir autre chose que la concentration de nitrate? Eh bien oui, oui. Aussi curieux que ça puisse paraître, les plastiques nous envahissent, y compris dans les rivières. Aussi curieux que ça puisse paraître, les plastiques ne sont pas toujours visibles, et on parle de microplastiques ou de plastisphères, hein, d'accord, et qui commencent à avoir des tailles de plus en plus petites sous l'effet, bon, on va dire, combiné des éléments naturels, l'eau, l'acidité, le soleil, la température, les frictions, le fait de rencontrer des roches, et tout, etc. Et ces microplastiques vont aussi être présents dans les rivières, dans les fleuves. Et bien sûr, les fleuves se jettent dans la mer, et il y a aussi des plastiques qui sont jetés directement dans la mer sans passer par les fleuves. Et vous allez avoir effectivement donc des concentrations de microplastiques à surveiller, leur taille à surveiller, et également aussi, bien sûr, leurs différentes compositions et les biotypes sur lesquels on peut s'appuyer. Pour voir un petit peu quel micro-organisme ou quel être microscopique il transporte, ces microplastiques. 2, la répercussion de ces microplastiques sur l'écosystème. Et bon, bah, comme vous le savez, malheureusement, eh bien, chez nous, les humains, on peut aussi détecter, alors non pas des microplastiques, mais des nanoplastiques. Malheureusement, en faisant une analyse de nos excréments, j'espère pas de nos urines encore, ce serait encore trop dramatique, mais je ne sais pas si c'est possible de les retrouver aussi dans les urines, mais aussi chez les animaux. Alors là, on n'est plus dans des nanoplastiques, mais les animaux, malheureusement, ingèrent de grandes quantités de plastique, et ça se retrouve d'une façon ou d'une autre en bout de chaîne alimentaire, voire même ça fait crever les oiseaux, hein, vous le savez très bien, ça, les microplastiques. Donc, cette enquête environnementale aurait pu s'intéresser à autre chose que les nitrates et les phosphates, notamment aux microplastiques. Et je vous laisse deviner l'étude que l'on pourrait faire sur les microplastiques, étant donné le contexte que je viens de présenter sur ce schéma. Ça va, vous me suivez ? Tout à fait. Alors, on parle de 7e continent, et Ilana, mais là, en fait, ce 7e continent, il est de plus en plus diffus, c'est-à-dire que on retrouve du plastique partout, et non plus dans des zones de concentration qui sont des zones transitoires, en fait. Donc, effectivement, il y a un 7e continent en surface, mais malheureusement, les plastiques tombent au fond. On n'en retrouve qu'un très faible pourcentage dans surface par rapport à ce qui est attendu, et on se demande, je crois qu'on n'en retrouve qu'1 % de ce qui est attendu, on se demande où sont passés les 99 %, donc on est en pleine étude pour savoir s'ils transforment tous en nanoparticules, s'ils sont certainement pas tous digérés par les bactéries, mais il y a des bactéries qui les assimilent, mais c'est une très faible quantité, et s'il y a des zones d'ombre, eh ben on est en plein démarrage de l'étude, c'est de savoir où sont passés les plastiques. Il y a aussi des huiles, il y a aussi des produits chimiques, il y a aussi pas mal de choses qui circulent dans la mer. Donc on est en train de crever à petite dose, les enfants. Donc sauvez-nous, hein. Moi je suis vieux, mais vous êtes jeunes. Donc sauvez-nous, sauvez-nous, on a besoin de votre génération. Je sais pas, allez-y, c'est aussi grave que le coronavirus. Et je ne blague pas en disant ça, c'est aussi grave, mais avec des répercussions à plus long terme, en termes de cancer notamment. Bon, c'est pas très drôle tout ça, mais je vous éveille la conscience. Ça vous intéresse tout ça? C'est bon? Vous me suivez toujours? Vous êtes prêts à aller plus loin? Vous regrettez pas de m'avoir suivi? Alors on y va. Là, vous allez en chier, comme on dit. Vous allez passer à la pratique. Bon, alors, mon schéma est celui-ci. Vous avez vu nos deux excellents confrères, Franck et Marie, qui sont nos collègues et qui vont nous faire une étude. Alors, ça s'appelle une étude quantitative, hein, d'accord, sur le terrain, menée selon un cahier des charges avec des mesures qui correspondront à des standards, à savoir, mais quoi? Parce qu'on va
ouvrir un fichier avec leurs mesures. Et moi, je voudrais vous demander la chose suivante. Quelle est l'utilisation qu'on fera de ce fichier? Quelles vont être les données qui vont être mises dans ce fichier? Est-ce que vous repérez des variables? Est-ce que vous avez repéré des individus? Quelles seront les futures lignes et colonnes? Au fait, quelle est la population sous-jacente? Et qu'est-ce qu'on va faire de ces données? Quand je dis utilisation, exploitation, comment on va les exploiter? Comment on va pratiquement les exploiter? Et qu'est-ce qu'il va falloir surveiller? Évidemment, tout ça, on va le faire, ne vous inquiétez pas. Et ça va aller assez vite. Donc, je vous laisse, comme d'habitude, 3 bonnes minutes pour réfléchir. Ne répondez pas trop vite. Et tiens, je vais changer de tactique. Je vais interroger les uns et les autres. D'ailleurs que je vais prendre des étudiants au hasard et je vais leur poser des questions. Il y aura des points à gagner, bien sûr. Il y aura des points. La banque, elle est encore là. Donc là, je vous laisse 3 bonnes minutes. Je dirais même 3 bonnes minutes et demie pour réfléchir. Vous avez vu, je vous ai mis la rivière en question. Dans le contexte, c'est celle-ci. Je vous ai remis l'illustration qui était celle essentielle pour notre zone, c'est-à-dire qu'on est sur la rivière, dans un contexte donné, et Franck et Marie vont faire des relevés, mais ils s'intéressent en particulier aux nitrates et aux phosphates. Donc vous avez 3 minutes et demie. Et j'interrogerai des personnes comme ça, au fil du hasard, pour voir si elles ne pourraient pas m'éclairer. Alors ce qui serait bien, c'est que ces personnes prennent le micro, mais ce n'est pas une obligation. Chez nous, il n'y a pas de timide, il n'y a que des gens qui ont la trouille. Et les trouillards, il n'y en a pas chez nous. Donc vous voyez que avant de faire de l'analyse de données, une chose très importante est de préparer le support de l'information, le jeu de données, savoir qu'est-ce qu'on va y mettre pour pouvoir justement faire une analyse pertinente. Alors bien sûr, le savoir ce qu'on va y mettre, c'est le cahier des charges de ce qu'on va mesurer sur place. Là, on a une idée de ce qu'on a mesuré. Je vous demande comment vont s'organiser les données qu'on a collectées sur place.
Bien, alors je vais interroger au hasard, mais pas dans la volonté de vous chercher des noises, hein, simplement de passer un bon moment ensemble sur une discussion. Voyez ça comme une discussion, hein, d'accord? Donc, je vais commencer par Mathias. Mathias, si tu peux prendre ton micro, tu le prends. Sinon, tu réponds à la main. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Qu'est-ce que tu mettrais dans ce fichier? Oui. Oui, vas-y, Mathias, je t'écoute. Sois Fichier. détendu, il n'y a pas de réponse idiote, hein, d'accord? Ok. Au niveau de, on pourrait être, en fait, au niveau du type de recherche, enfin de ce qu'on cherche à étudier, de ce que les personnes cherchent à étudier. Oui, oui. Donc, utilisation au niveau des données, ce qu'on pourrait essayer de trouver, c'est des concentrations, tout simplement, par exemple de nitrate, de phosphate, que ça soit Très bien. dans Oui, le milieu ou alors carrément par exemple, si on trouve si on veut montrer l'impact sur la durée de vie, par exemple, de population définie d'une espèce, d'animaux, etc. Si jamais on a des d'accord. individus qui sont décédés, on pourrait toujours essayer de trouver les concentrations en nitrate, en phosphate, essayer de déterminer si, par exemple, ça peut être une cause de mortalité ou si c'est un autre facteur. Ou plus simple, toujours dans les concentrations de nitrate et phosphate. C'est bien, tu démarres bien, hein. Ben, on pourrait se demander si ça dépasse la norme européenne et si Oui, oui, c'est durable dans le temps, tu c'est- vois. Donc, voilà, alors ça nous branche sur les données, c'est pas mal, hein, Mathias, c'est très bien. Alors, les données, qu'est-ce que tu mettrais comme données? données, on pourrait préciser déjà dans quelle zone à peu près on Oui, fait l'échantillon. oui, oui, Ensuite, si on fait un échantillon sur un individu, préciser quel individu, c'est oui, le maximum. Et après, oui. on pourrait essayer de définir par exemple, des paramètres extérieurs qui pourraient jouer, mais surtout au niveau des concentrations pour au moins un ou plusieurs éléments en fonction de ce qu'on a envie de. qu'on Alors, a- déjà, il faudrait les concentrations de nitrate et phosphate, on est d'accord. Oui, voilà, nitrate, phosphate, ça dépend en fait de ce qu'on cherche à montrer, si c'est telle ou telle molécule, si c'en sont d'autres ou si on s'intéresse à seulement une des deux. D'accord, ça marche. Bah, très bien, Mathias, c'est bien parti. Qu'est-ce que tu mettrais comme variable? Je répondrai à la personne qui a levé la main plus tard, hein, je sais bien que j'ai entendu. Alors, qu'est-ce que tu mettrais comme variable? Comme variable, Bon, alors, je vais t'aider. Ligne, colonne. Qu'est-ce que tu mettrais en ligne et qu'est-ce que tu mettrais en colonne? peut-être ça peut être Ou un alors, je vais t'aider. un Quels peu seraient grand, les individus? peut-être classer en fait l'individu à chaque fois qu'on prend plutôt dans les lignes, je dirais. Oui, c'est ça. Mais Après, ça serait quoi les individus? bah, Alors, je sais que tu le sais. je sais pas trop comment dire, en fait, l'individu qu'on va, par exemple, si on travaille sur les êtres vivants, c'est l'être vivant qu'on va prendre à tel endroit précisément. Alors, en fait, il C'est, faut que je sois clair, hein. On, les personnes ramassent dans des échantillons plutôt des échantillons d'eau, d'accord? ah, Dans ok, lesquels on va faire des ok, concentrations de nitrate phosphate. Ça ah, peut ok, peut-être oui, t'éclairer, je n'avais pas été assez clair là-dessus. oui, voilà, le clair là, du coup, c'est une prise d'échantillon, en fait, C'est une prise d'échantillon, par ça exemple, si peut être, c'est un échantillon, donc, un individu, c'est un tube. c'est un tube. Un individu, c'est un tube. Ça peut être aussi un spot donné si on fait qu'une seule valeur, qu'une seule mesure à un spot donné, d'accord? Eh ben, on peut avoir effectivement le spot comme individu, mais c'est effectivement avant tout, tu as raison, si on fait plusieurs mesures, eh bien, un tube à essai, d'accord? En plus, Donc, comme les tubes ont des l'idée, mesures, en ça plus, permet on ne aussi. sait pas, pardon, excuse-moi. Ah, je disais, en plus, en plus, ce qui est bien avec les tubes, c'est que du coup, ça peut être plus facile aussi pour essayer de les nommer, etc., pour entrer ça dans un Voilà, tableau. voilà, exactement. Et là, en fait, on s'aperçoit que dans le site, on peut s'étendre, ça peut être par là, le site, il peut être là, il peut aller de là à là, lui aussi. C'est des spots, c'est pas limité sur un point précis comme en mathématiques, c'est pas un micromètre carré, hein, ça peut être beaucoup plus important. Donc, effectivement, le tube à essai me paraît le plus adapté comme individu. Donc là, vous voyez, un individu au sens statistique, très très bien. Donc, c'est un individu,
C'est un échantillon, ça s'appelle un échantillon en biologie, vous savez, un sample. Donc voilà, et vous le savez, on va avoir un échantillon de mesure à la fin. Le fichier Excel, ça va être un dataset qui ne va pas intégrer toute la population, mais un échantillon de mesure. Donc c'est un échantillon, un dataset. Et dans l'échantillon, on a des tubes à essai. Donc c'est un échantillon d'échantillons. C'est un jeu de mots sur deux choses qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs. Bon voilà, simplement que le tube à essai peut être un individu. C'est très bien. Donc les colonnes, ça serait quoi? Au niveau des colonnes, les différents si on travaille justement sur des échantillons Oui. prises de l'eau, ça veut dire on pourrait mettre le spot qui a été, où Oui. l'échantillon a été prélevé, donc Très bien. Ensuite, etc. On pourrait mettre la température de l'eau, on pourrait mettre la date et l'heure, par exemple. par Ensuite, on pourrait exemple, tout ça c'est très bien. Donc c'est autant de variables d'études que d'éléments qu'on a repérés, mesurés, constatés ou mis en place. D'accord? Donc effectivement, le temps, on ne va pas le mesurer, il est là, c'est pas une course. Donc on mesure, par exemple, on va indiquer quelle heure il était, à quelle date, et tout, etc. On ne fait pas une course d'obstacles, donc c'est pas une variable mesurée, c'est une variable fixée. Et puis le spot, c'est pareil, il est déterminé, donc ce sera une variable fixée. Puis vous avez des variables qui seront moins fixées. Alors quelles vont être les mesures là? la mesure pour le coup, donc ce serait la concentration en nitrate ou en phosphate. Et ça, on ne le sait pas avant d'arriver au laboratoire, on est d'accord? Oui. Donc on a mesuré, on a récolté. Alors on a peut-être mesuré sur place grâce aux appareillages, et puis avec le téléphone, on a le fichier Excel. Avec le fichier Excel, pof, on le transmet via le réseau téléphonique à son labo. C'est possible, ça, on a une tablette, tout, ça peut marcher. De plus en plus, on fonctionne comme ça parce que ça évite de repérer, de refaire les choses, mais ça veut dire que la manip est sommaire, ce qu'on fait sur place. Pourquoi pas? Moi, je te l'ai dit, j'aime bien les manips MacGyver quand elles permettent elles sont bien faites de définir des choses parce que elles permettent déjà de tracer, de donner des grandes tendances. Mais si on veut une concentration précise et si on veut relever des choses plus complémentaires, le tube à essai va servir à faire des alicotes, vous le savez, pour pouvoir justement faire plusieurs mesures sur le même tube. D'accord? Donc potentiellement, le fichier va être rempli grâce à ce qu'on va faire sur le terrain et grâce à ce qu'on va faire au laboratoire. C'est marrant ça, non? C'est intéressant de voir qu'il y a plusieurs lieux de travail sur un fichier. Donc, oui, les lignes, c'est des individus, vous vous souvenez, les colonnes, c'est des variables. Qu'est-ce qu'il y aurait comme VD, du coup? Variable dépendante, pardon. Variable à expliquer. On a parlé des fixés. Ce qu'on peut expliquer, c'est les concentrations de produits. C'est pour ça qu'ils font les mesures. Donc, nitrate, phosphate, très très bien. Alors qu'est-ce qu'on ferait alors qu'est-ce que ça serait la population d'après toi? Peut-être pas toute la réponse. Oui. Je dirais peut-être la population, justement, je dirais comme on travaille en fait dans population, là pour le coup, comme on avait dit qu'un échantillon c'était un tube contenant justement l'eau qui est créée, pour le coup, une population, ce serait une zone précise où l'eau a été récoltée, je dirais. C'est parfait. Tu vois, ça peut être la rivière, mais on va t'emmerder parce qu'elle n'est pas homogène, la rivière. Il n'y a pas d'homogénéité, tu vois. En une population, il faut qu'elle ait quand même une caractéristique. Donc, tu as tout à fait raison, Mathias. La population, c'est plutôt une zone. Ça sera la zone à laquelle on pourra comparer les choses. Peut-être que la zone AZ 715 n'est pas comparable à la zone JG 356. Donc, effectivement, la population, ça sera cette zone qu'on suivra dans le temps, par exemple. Après, la population, quelque chose, c'est comme si c'est de l'eau, on imagine qu'il y a du courant. Est-ce que du coup, ça ne créerait pas un biais, le fait que justement ça se déplace? Ben si, il y a un biais. Donc forcément, il y a un biais de saison. C'est ce qu'on appelle la saisonnalité. Il y a un biais de la répétibilité des expériences. Est-ce qu'on va faire ça sur une journée donnée, le même jour aux différents spots, avec les mêmes conditions météo, toutes choses égales par ailleurs, on a intérêt à le faire, d'accord? Ou est-ce qu'on va répéter l'expérience un petit peu comme les années pour la concentration de nitrate que j'ai montré deux dias plus loin ici, mais sur les jours et non pas sur des années pour voir un petit peu comment ça se comporte. Et effectivement, tu as raison, Mathias, le courant ne sera pas le même d'une journée à l'autre, c'est évident. Donc oui, vous commencez à avoir cette graine de data scientist.
Alors, qu'est-ce qu'on va en faire? C'est très bien pour l'instant, hein, Mathias, tu te débrouilles bien. Qu'est-ce qu'on va faire de ces données? Comment on va les exploiter pratiquement? Qu'est-ce que tu proposes, toi? Voilà, bon, j'ai un fichier Excel, qu'est-ce que je vais en faire? Ce qu'on pourrait en faire. En pratique statistique. Hmm. Si on prend, si on part du principe, par exemple, qu'on essaie de prendre des Hum, échantillons à des moments différents dans hum, le temps, justement, d'où le hum, fait d'avoir la variable fixée du temps, de la date, de l'heure, hum. en fonction donc, de la zone où ça a été pris, on pourrait essayer de regrouper les différentes valeurs, essayer de faire une courbe pour montrer un peu l'évolution en fait de la concentration des Avec quoi différents on fait produits. ça? Avec quoi on fait ça? Bah, je dirais du coup avec peut-être une espèce de courbe de tendance, un Mais graphique. avec quoi? Quel outil? Ah, quel outil? Bah ça, on pourrait bah, justement avec Excel. Eh ben, soit avec Excel, soit avec, Ouais, bah remarque avec R aussi, ça pourrait le faire. Ça voilà, pourrait, on pourrait ROR commentaire. faire un commandeur, ouais. Qu'est-ce qu'il faudra surveiller? Il y en a tellement de choses à surveiller. Donne-moi-en une seule chose à surveiller dans ce fichier. Une seule. Euh, Il y en a tellement. C'est-à-dire des biais ou des choses qui sont embêtantes, qui arrivent avec toutes les données, que ce soit celle-ci ou une autre ou encore d'autres. Hein. Ce n'est pas inhérent à ces données-là. C'est compliqué ce que je te demande parce que c'est trop. là, je vois pas trop là, peut-être au niveau des biais. Ben, je vais regarder maintenant les questions. Donc, tu t'es très bien débrouillé, Mathias. Je suis content de t'avoir interrogé, je le sentais. Alors, je regarde déjà ce qu'ils m'ont mis et puis je te commente. Hein. D'accord. Euh, numéro de l'échantillon. Oui, Maëva, on peut mettre le numéro de l'échantillon. C'est tout à fait judicieux. Air Commander, bon, il l'a dit, hein, Mathias. Si la concentration respecte la norme. Oui, c'est pas idiot, c'est un petit peu déviant par rapport à ce que je pensais, mais c'est pas idiot. Moi, j'avais pensé vraiment à regarder s'il y a des valeurs aberrantes. Ça dépasse le niveau de la norme, c'est-à-dire vraiment trop grande par rapport à ce qu'on a mesuré par ailleurs à côté, ou s'il y a des valeurs manquantes. Hein, ça, ben voilà, absence de données à un endroit. Ça, c'est très bien. D'accord? Mon cher Mathias, tu viens de te choper 2,5. 2 points et demi pour tes réponses. T'es content? Voilà. Alors, j'ai perdu le fil, je ne sais plus où je suis. Voilà, donc Mathias, félicitations. Très bon. Tu vois que ça ne sert à rien d'avoir la trouille, je dis ça pour les autres. Vous avez du potentiel, je le savais dans cette classe. Et, euh, et voilà. Alors, la population, c'est un petit peu délicat, Ottilia. Tu t'en es très bien débrouillé, Mathias, dans ta réponse. Tu as vu tout de suite que la rivière n'était pas homogène. Donc, on pourrait la considérer comme une population. C'est-à-dire, quelle est la santé du cours d'eau dans son état général? Mais bien souvent, les cours d'eau sont trop grands, pas tous, hein, mais sont trop grands pour pouvoir juger d'une façon homogène sans qu'il y ait une couille dans le potage quelque part. C'est-à-dire que le cours d'eau peut être bon, et puis à un moment donné, ben, il va être pollué à un endroit, un micro-endroit, et puis il se dépollue naturellement par dilution, on va dire. C'est pas pour autant que la rivière est homogène. Bon, ça c'est le côté aussi qui fait que la rivière n'est pas homogène, c'est le fait que, en fait, bah, il y a des méandres, il y a des problèmes de courant, il y a le fait que s'il y avait des polluants, bah, ils ne se répartiraient pas forcément de façon égale dans le cours d'eau. Donc, c'est plus judicieux de parler de zone qui caractérise par une géographie particulière le cours d'eau, d'autre part une profondeur particulière, d'autre part un débit particulier, d'autre part tout un tas d'éléments microclimatiques, tout l'environnement qui est à côté, la présence ou non de champs dans cette zone. Vous vous souvenez, peut-être que là, la rivière est plus polluée parce qu'elle est proche du fleuve que ici, là, à côté, dans le sud de mon schéma. Voilà, donc ça veut dire qu'il vaut mieux raisonner en zones particulières et donc ces zones correspondent à des lieux où on va faire des échantillonnages répétitifs. Donc on va avoir sur une année un échantillon de valeur pour la zone étant la population. Vous voyez, je pense que pour ceux pour qui ça pose encore problème, revoyez la vidéo, puisque c'est enregistré, et essayez de revisiter cela en essayant de comprendre que la population, dans le cas d'une rivière, qui est une masse d'eau, en fait, c'est très délicat. Et dans ces cas-là, on préférera parler de régiosélectivité
plutôt que d'une zone complète, c'est-à-dire la rivière en entière. Bon, bah écoute, bravo encore Mathias, ce fut un moment très agréable de discuter avec toi là-dessus. Vous voyez que on a des discussions maintenant presque d'égal à égal, c'est-à-dire qu'on arrive bon, bah, je suis content Attila que tu aies compris, on arrive à avoir une perception nouvelle des choses. Hein. J'espère que grâce à mon enseignement, maintenant, vous voyez plus l'analyse des données d'une façon aussi absconde que celle que vous aviez peut-être l'habitude d'avoir, ou peut-être pas, parce que je ne sais pas ce que vous apprennent vos profs maintenant. Peut-être qu'ils vous apprennent des choses tout aussi détaillées que moi sur le contexte de l'utilisation de ces données. Voilà. Donc, bah, écoutez, moi, je vais vous donner le fichier. Hein, je vais vous donner le fichier tout de suite par email. Donc, je l'envoie. Hop. Donc, le fichier, il s'appelle nitrafos.xls. X, vous l'avez reçu, hein, tous. Je viens de vous l'envoyer. Et je vais ouvrir ce fichier pour pouvoir discuter de son contenu. Alors là, je double-clique sur le fichier. Comme d'habitude, hein, vous le mettez dans un endroit où vous pouvez le récupérer parce qu'on va travailler dessus. J'augmente un petit peu l'affichage. J'espère que vous le voyez tous. Donc, ce n'est pas une surprise. On a l'information minimum suivante, le site. Donc, vous voyez qu'il y a des sigles pour le site. Et ces sigles sont les mêmes qui reviennent à chaque fois. Pour s'en convaincre, eh bien, nous passons dans Données dans Excel, et puis nous allons dans Filtrer, et dans Filtrer, nous faisons apparaître les petites flèches de classement où nous allons aller trier de A jusqu'à Z, par exemple, et en étendant la sélection, nous voyez que le AZ 715, le JG 356, le KW 973, et que effectivement toutes les zones sont renseignées. Au moins là, on est tranquille. Après, nous avons pour chacune des zones, eh bien, le nitrate. Alors, il manquerait effectivement ici insertion, hein, le ID, hein, l'identificateur du tube, hein, l'ID de l'échantillon ou du tube, hein, pourquoi pas. Et donc là, je vais en faire un au hasard. Hein, je vais les appeler 1, 2, etc. Alors, pour faire une série, c'est très simple dans Excel. Vous sélectionnez les deux premiers, puis vous étendez vers le bas, d'accord, avec la souris. Donc là, vous avez 82 mesures moins le titre, c'est-à-dire 81 mesures. D'accord? Donc vous avez 81 mesures qui vous renseignent donc effectivement sur le site, la concentration de nitrate au niveau du site. Alors vous voyez que c'est très fluctuant, hein. On ne sait pas pourquoi il y a cette fluctuation là. Là j'ai 3,48, là j'ai 8,71. On voit que j'ai aussi la concentration de phosphate qui elle aussi est fluctuante. Mais j'ai deux ingénieurs, Marie et Franck. Alors est-ce que ça serait les ingénieurs qui seraient à mettre en cause? Ben non, pas vraiment, puisque je m'aperçois effectivement ici que le 3,48 devient 7,54, qui n'est pas loin de 8,71 d'ailleurs pour Franck, et que si on regarde les données de Marie et Franck, là, elles sont très proches pour la concentration de nitrate, même si elles le sont moins pour les phosphates. Donc il y a franchement quelque chose qu'il faudrait élucider là-dessus et que l'histoire ne nous raconte pas. Et puis vous voyez qu'ici, j'ai mis la distance qui nous, on ne sait pas quelle est l'unité, peut-être c'est des mètres, hein, ça ne va pas être des kilomètres, ça c'est évident. Des mètres par rapport à quoi il faudrait voir, hein, ça c'est pas aussi évident que ça. Donc là, si je reprends le tube AZ715 qui serait le premier, alors je me suis peut-être gouré dans mes trucs, il est à une distance de 600, alors que le tube KW975, il a une distance de 100. 100 de quoi? Bon, alors on peut peut-être être sur la piste en disant que comme il y a ici de l'épandage, hein, vous vous souvenez, dans la zone où il travaille là, donc peut-être qu'il y a ici un tuyau qui correspond à du drainage, hein, ou à une sorte de tuyau de collecte générale qui va déverser les eaux de pluie et qu'il est intéressant de surveiller. Donc on mesure peut-être la distance par rapport à ce tuyau de drainage, c'est-à-dire à quelle distance on est, ici peut-être à 100 mètres, donc le tuyau est ici, là en amont, hein, en amont de KW 975, 100 mètres, 300 mètres, et puis là je suis à 600 mètres. Alors peut-être que c'est des distances linéaires, je ne sais pas comment ça a été calculé, peut-être que c'est des distances relatives, peut-être que le dessin n'est pas à l'échelle, peut-être que nos 600 mètres n'est qu'une approximation. Bon bref, l'idée est là, hein, c'est-à-dire qu'on est à une distance par rapport à
un tuyau qui servirait d'évacuation des eaux usées des champs, qu'on appelle un tuyau de drainage. Il y en a tellement des tuyaux de drainage, et qui se versent directement dans la rivière. Vous avez déjà vu ça. C'est des gros tuyaux en ciment en général, et qui sont intrigants parce qu'on se demande qu'est-ce qui charrie. Effectivement, ils charrient les eaux de pluie. D'accord ? Bien, alors tout ceci est très bien. Nous avons donc notre fichier qui est constitué des informations minimales, effectivement, qu'on devait avoir. Et puis, bon, alors ce qu'on voit en gras, là, va disparaître dans R une fois qu'on l'aura importé, c'est juste XL. Et donc, effectivement, on repère que ici, ben, c'est qualitatif, là, c'est quantitatif continu, là, c'est effectivement qualitatif, l'ingénieur. Il y a un « et », on est un peu fâché avec les accents dans certains logiciels, il faudrait peut-être l'enlever, enfin, on va voir. Ici, la dist, qui peut être la distance, qui est une variable aussi quantitative continue, même si elle est arrondie. Vous vous souvenez qu'une distance, ça peut prendre des virgules. Donc, c'est défini dans un intervalle. Donc, ici, nous avons l'ID du tube qui est optionnel. D'ailleurs, je ne l'ai même pas mis. Donc, ça veut dire que sous-jacent à tout ceci, eh bien, nous avons l'information minimale qui nous permet de nous intéresser à la concentration de nitrate et de phosphate en fonction d'une certaine information. D'accord? Alors, je vous mets sur la piste tout doucement. On va tout de suite aller importer ce fichier dans R Commander et puis commencer à voir un petit peu la gueule qu'il a pour voir un petit peu les secrets qu'il recèle. Donc, comme d'habitude, j'ouvre R. Bon, comme d'habitude, ce n'est pas le logiciel que je vais utiliser de façon principale. Donc, je vais tout de suite aller dans Package, charger le package, ou plutôt utiliser pour changer Library R Commander. Donc, Library R Commander, RCMDR ou Package, et je charge le paquet qui sera donc R Commander. L'un ou l'autre, c'est la même chose. D'accord? Donc là, Library R Commander, j'appuie. Comme d'habitude, ça ouvre avec un certain temps parce qu'il charge plein de choses. L'interface, ça s'appelle un interface R Commander, qui me permet de piloter R en sous-main. Donc, je n'ai plus besoin d'afficher R. Je ne vais pas l'effacer, je l'iconise. Et puis donc, ici, je vais travailler sur les données contenues dans le fichier de données en important des données. Et ça, c'est nouveau depuis un fichier Excel. On ne l'avait pas encore fait, ça. D'accord? Que le fichier Excel soit formaté ou pas, qu'il y ait des couleurs ou pas, il s'en fiche, vous allez voir. Donc, importer les données depuis le fichier données. D'accord? Donc, depuis le menu données, je vais choisir importer des données et je vais choisir depuis un fichier Excel. Et là, je vais tout de suite m'intéresser au jeu de données. Le jeu de données, je vais appeler ça nitrate. Phosphate, nitraphos, par exemple, comme le fichier nitraphos, d'accord? Pourquoi pas? Pourquoi s'embêter? Alors, les noms de variables sont dans la première ligne du tableur. Oui, vous vous souvenez, elles sont encore là. Elles sont donc, je ne peux pas déplacer ça, effectivement. Il y a la distance, il y a la concentration de phosphate, il y a la concentration de nitrate qui sont indiquées par dist, phosphate, nitrate, etc., etc. Donc, convertir les données caractères en facteurs, oui, ça va nous servir si on a des études à faire sur ces facteurs, donc on ne va pas s'en priver. Et puis, les données manquantes sont effectivement des cellules vides. Alors, je ne les ai pas repérées, je ne vous ai pas fait repérer ici, mais on va les repérer dans R. D'accord? OK, mais elles sont bien présentes. Bon, alors lui, il me demande d'aller chercher le fichier qu'il faut. Moi, je sais qu'il s'appelle nitraphos.xlsx. XLSX, pardon. Là, il me met tout de suite un aperçu du contenu, hop, et ça va aussi vite fait que ça, je l'ai. Alors, vous voyez qu'ici, il m'a indiqué que nitraphos était chargé, et puis voilà. Alors, je vais dans Outils, Options, augmenter la police pour vous. Donc, refaire la manip, c'est d'autant plus intéressant pour vous que je vais refaire la manip et je vais relancer R Commander. Non. Voilà, donc je relance R Commander, vous voyez, hop. Donc, du coup, c'est mieux écrit. Donc, données, importer des données depuis un fichier Excel. Là, je vais l'appeler nitraphos, avec ou sans majuscule, ça c'est comme vous voulez, mais simplement, il ne faudra pas se tromper.
Si vous l'appelez avec majuscule, vous le rappelez avec un majuscule. Bien, et je vais donc faire OK. Oui, je le remplace. En fait, je l'avais gardé, et vous voyez, je refais toute la manip pour ceux qui seraient embêtés. Voilà. Donc là, il l'a bien indiqué que Nitrafo, c'était le jeu de données actuel, le jeu de données donc, de travail, hein, le jeu de données qu'on va appeler actif. Hein, voilà. Et dans le jeu de données, ben, on peut l'afficher comme ceci. Vous voyez, c'est afficher les données. Et puis, vous pouvez sélectionner les données que vous voulez. Mais encore plus simple, c'est faire visualiser. Et là, vous avez la visualisation de vos données. Hein. C'est tout bête, hein, vous voyez. Et là, si je me balade, j'ai des données manquantes ici. Il a repéré qu'il y avait des vides. Vous voyez. Et là, j'ai encore des données manquantes. Alors lui, les données manquantes, il les appelle NA, puisqu'il a repéré qu'il y avait des vides. Hein. Et si vous allez dans Excel, c'est bien des vides, puisque ici, je vais avoir un vide, vous voyez, ici, pour le tube 56, et un vide pour le tube 63. Et le premier vide concerne effectivement, pour le tube 56, eh bien, une concentration en nitrate, tandis que le deuxième vide concerne pour le tube 63 une concentration en phosphate. Alors, il faut faire très très attention de ne pas intégrer ces valeurs dans l'étude. En général, R les filtres, c'est par défaut, d'accord? Donc voilà une façon simple de regarder ce qu'il y a dedans. Et puis si vous voulez changer une quelconque valeur ou si vous voulez intervenir, eh bien, vous partez sur éditer et puis toutes les transformations que vous avez faites seront enregistrées dès lors que vous faites OK ou fichier enregistré après avoir quitté. D'accord? Quitté, pardon, et enregistré. Bien, alors là, je n'ai pas besoin de modifier, donc j'abandonne les modifications et je vais faire tout de suite un résumé statistique du jeu de données actif. Vous avez l'habitude, qui me permet de voir qu'il y a bien 3 sites qui sont invoqués et qu'il y a une équipartition pratiquement de toutes les mesures. Il y a une trentaine de mesures pour JG356, quand il y en a 27 pour AZ715, et KW973 comporte 24 mesures. Donc tout ça, c'est assez équilibré. Vous voyez que c'est proche de 30, mais ce n'est pas la fameuse barrière de 30. Hein. Il n'y en a qu'un qui l'a franchi. Donc, pour les tests paramétriques, on sera peut-être limite. Hein. Vous avez des données qui concernent la concentration de nitrate, la concentration de phosphate, l'ingénieur qui a fait le relevé, combien il y a de relevés faits par un ingénieur Franck et combien par l'ingénieur Marie. Donc, il y a pratiquement autant de relevés faits par Franck et Marie. Et puis, la distance, aussi des statistiques sur la distance, sachant qu'il n'y a que 3 valeurs de distance. Alors, la première chose à faire, vous le savez, c'est faire un graphe, hein, d'accord? Eh bien, on va déjà faire ce qu'on a appelé un camembert tout à l'heure, pour voir un petit peu comment la variable ingénieur se répartit en pourcentage de valeur. Et donc là, vous allez chercher dans la fenêtre R votre graphique, et votre graphique, il est ici. Et vous voyez d'une façon visuelle qu'il y a bien autant de valeurs mesurées par Franck et répertoriées par Franck que par Marie. Vous pouvez faire d'autres statistiques, comme par exemple des graphes toujours en camembert, mais montrant la répartition des mesures faites sur les sites. Et là, vous voyez qu'il y a vraiment des visus, la traduction, cette quasi, on va dire, équirépartition des données, puisque vous avez à peu près un tiers, hein, avec un petit défaut ici et un petit excès là, des données pour chacun des sites. Bon, ça c'est important de le faire au départ, ça nous montre un petit peu en descriptif ce que contient ces données et comment sont constitués les 3 spots. Les 3 spots qui deviennent finalement comme un état dans l'état, c'est-à-dire des échantillons indépendants, hein, vous avez bien compris, dans l'ensemble collecté. Donc revenons sur notre manip. Nous avons ici un fichier, d'accord, que nous avons collecté suite effectivement à une campagne, à des expériences qui ont été faites. Et cette manip a donné lieu effectivement à un jeu de données, un dataset, on appelle ça un dataset, un jeu de données, qui est constitué de 3 spots qui formeront 3 échantillons indépendants. Pourquoi? Parce que ici, il y a total ou presque indépendance des mesures, presque parce que c'est le même cours d'eau, hein, mais sinon, on va dire que pour ce qui est de la distance qui les sépare
à ce tuyau-là qui déverse, on peut dire que celui-ci n'est pas à la même distance que celui-ci ou celui-là. Donc, ce ne sont pas du tout les mêmes valeurs. Il y a une petite dépendance, effectivement, quant à la rivière, mais à part cette dépendance-là, on pourra les supposer indépendants, c'est-à-dire que ce ne sont pas les mêmes individus qui ont été collectés ici et là, ni là. Ce sont d'autres tubes à essai, d'autres échantillons d'eau. S'ils avaient été dépendants, il eût fallu les prendre, par exemple, au même spot, à des temps différents, ou l'un par Franck, l'autre par Marie, d'accord? Et le spécifier bien dans l'étude comme étant un facteur à étudier, c'est-à-dire l'ingénieur qui répertorie les valeurs. Bon, j'espère que tout ceci vous parle parce que, en fait, vous l'avez sûrement déjà rencontré dans vos études, la notion d'indépendance. Et puis, donc, mon fichier, alors ça, je ne l'avais pas enregistré, hein, je crois, c'est pour ça qu'il ne fait pas état de cette colonne, ou s'il y fait état, je n'ai pas prêté attention. Voilà, il commence par site, nitrate, phosphate, ingénieur et distance. Donc, dans R, la première chose à faire maintenant, c'est de s'interroger sur ce qu'on veut faire. Alors, je vais vous apprendre quelque chose de nouveau. Hein. On a deux variables quantitatives. Et la première question qu'on va se poser sur ces deux quantitatives, c'est finalement, est-ce qu'elles sont associées l'une à l'autre? Alors, il y a un demi-point à gagner si vous me dites quel est le type d'association qu'on peut rechercher. Les trois premiers peuvent rafler un demi-point. Là, c'est la banque qui saute. Hein. Non. Non, Claire. Alors, Yanis, oui, tu as raison. On peut regarder si les mesures de Franck et Marie sont homogènes. Hein, d'accord? On ne va sûrement pas se gêner de le faire, d'ailleurs. Donc, quelqu'un sait comment on va étudier l'éventuelle association qui pourrait exister entre les deux concentrations, parce que finalement, on peut se demander, est-ce que la concentration de phosphate est élevée quand la concentration de nitrate est élevée? Est-ce qu'elle est faible quand l'autre est faible, ou vice-versa? Est-ce que la concentration de nitrate est faible quand la concentration de phosphate est faible, et celle de nitrate faible lorsque celle de phosphate est... Donc, Yanis et Héloïse, vous venez de gagner un demi-point, effectivement. Il s'agit d'une corrélation, et on peut faire effectivement un test de corrélation. Alors, la première chose qu'il faut faire pour évoquer une corrélation, hein, c'est d'effectuer, et on n'ira pas plus loin aujourd'hui, hein, je vous rassure, hein, c'est d'effectuer donc un graphique particulier qu'on appelle un nuage de points. Avec tous ces fichiers ouverts, je suis un petit peu perdu. Alors, on va faire graphe. On va descendre à nuage de points. Puis, en cliquant sur nuage de points, je vais doucement hein, pour que tout le monde suive. Hein. On va ensuite sélectionner les variables qui vont être impliquées dans le nuage de points, à savoir ici, pour un nuage de points, des variables quantitatives. Donc, il s'agira de, par exemple, nitrate et de la concentration en phosphate. Bien, alors pourquoi je prends ces deux-là? Parce que c'est celles que je veux voir corrélables ou pas. Est-ce qu'elles sont corrélées? Et à ce moment-là, on va discuter sur la pertinence d'étudier les deux ou plutôt une seule. D'accord? Donc, on y va. Et vous voyez qu'il y a graphe par groupe et il y a option. D'accord? Alors, option, qu'est-ce qui me présente? Il y a pas mal de choses là. Ça mériterait quand même d'y faire un tour. Hein. Vous voyez qu'ici, par exemple, la courbe de listage, ligne des moindres carrés. Tout ça, il va falloir qu'on sache le faire. Pour l'instant, on n'y est pas encore. On est sur une corrélation, on fait un nuage de points, on envoie la purée et c'est parti. Donc, on va chercher le graphe. Et le graphe est un joli nuage de points. D'accord? On voit effectivement qu'il y a ici un beau nuage de points qui nous met sur la piste sûrement d'une association, vous voyez ici, entre la concentration de phosphate et la concentration de nitrate. C'est-à-dire que cette association s'appelle une corrélation. Alors pourquoi est-ce aussi étendu? Vu le manque de temps, je ne vais pas vous interroger, je vous le dis tout de suite. Pourquoi est-ce aussi étendu?
Ben, ce n'est pas trop à cause de la concentration de phosphate qu'à cause de la concentration de nitrate. Et ici, vous voyez qu'il y a un point qui se retrouve à des années-lumière des autres. C'est ce qu'on appelle un point aberrant. Donc ce point aberrant, on peut le montrer. J'entends pop, donc je vais regarder. C'est ça, hein, les valeurs aberrantes. Donc ce point aberrant, c'est fait pour les besoins de l'exercice, hein, que vous rencontriez tous ces types de problématiques pour que vous soyez un petit peu à l'aise. Alors on peut se dire, si j'enlevais le point aberrant, qu'est-ce que j'y gagne, qu'est-ce que j'y perds? Il est tellement loin celui-là que effectivement, ça vaudrait peut-être le coup de l'enlever pour voir si la relation serait pas plus visible, parce que là, elle est pratiquement verticale, hein, d'accord? Et en tout cas, ou plus raisonnable. Mais on peut se dire que celui-ci aussi apparaît à des années-lumière, voire même celui-là, des autres points. Donc moi, je dirais que potentiellement, il y a ce gros problème, et puis d'une façon un petit peu moins alarmante, ce petit problème de ce point ici. Alors, normalement, R, commandeur, nous affiche les valeurs aberrantes si on lui demande. Mais je vous avouerai que je ne me souviens plus si c'est possible de le sélectionner. Alors, quand vous faites ça, hein, vous rappelez la commande, il vous garde ce qu'il a utilisé précédemment. Dans Options, il va y avoir Identifier les points. Et donc, vous devez avoir, parce que moi j'avais décoché, automatiquement, d'accord? Donc, vous pouvez aussi le faire avec la souris de manière interactive, d'accord? On va essayer les trois. Donc, ne pas identifier, il ne me l'a pas fait. Maintenant, automatiquement, qu'est-ce qu'il me fait? Il me montre que le point numéro 6 et le point numéro 21, ce que je supputais, sont vraiment des valeurs qu'il faudrait retirer si j'étais raisonnable. Donc, deux façons de le faire, soit en agissant sur le fichier Excel, et en réimportant les données, soit en éditant ici le fichier et en enlevant les valeurs aberrantes. Donc, pour éditer les données, vous avez l'habitude, vous allez sur Édition, et puis vous pouvez choisir d'enlever ici la valeur 58 qui correspond à la ligne 6, comme il vous l'a indiqué, et la valeur 21, la 21e valeur, enfin série de mesures, pardon, qui correspond à 21 en concentration de nitrate. Donc tout ceci nous amène non, c'était 21. Oui, c'est ça. C'est 2, pardon, excusez-moi, c'est 2. Je dis des bêtises. C'est 2 qui étaient trop fortes. Ce pas les mêmes chaînes de valeur. Donc j'abandonne les modifications. Alors pour l'instant, je les garde. Et je vais faire le test de corrélation. Mais avant de faire le test de corrélation, hein, je vais aller ici dans Graphe, nuage de points, et je vais choisir Graphe par groupe. Et je vais lui demander de me faire le graphe par groupe ingénieur, pour voir si les ingénieurs travaillent a priori de façon homogène ou pas. J'y vais, je regarde. Effectivement, vous voyez qu'il y a autant de points bleus sur cette tendance qu'il y a de points roses. Il n'y a pas des points roses qui s'écartent de façon considérable des points bleus ou vice-versa. Et il y a un point aberrant sur les points bleus, un point aberrant sur les points roses et un autre point aberrant sur les points bleus. Tout ceci me paraît raisonnable, c'est tout à fait comparable. Donc on va dire que le pool étudiable, il est dans ce nuage ici. Et vous voyez même qu'il a repéré un autre point aberrant ici, un point 16. Donc il pourrait être raisonnable, parce qu'il faut se méfier d'enlever des valeurs, hein, d'accord, de considérer un fichier expurgé de points 16, 6, 43 et 21, c'est-à-dire des tubes à essai 6, 43, 21 et 16. Bon, ça c'est une façon de, ce n'est pas une preuve, hein, de voir que les mesures sont à peu près homogènes et qu'il n'y a pas de choses alarmantes quant aux valeurs qui ont été collectées par Franck ou par Marie. Alors pour terminer, je vais donc m'intéresser à faire un graphe, à faire un test de corrélation. Alors ça, il faut le savoir, le test de corrélation est dans résumé, parce que la corrélation, c'est déjà faire de la description, c'est essayer de voir si on ne peut pas se débarrasser de variables qui sont un petit peu, on va dire, trop corrélées entre elles, donc qui mesureraient en quelque sorte la même chose. La même chose, c'est la pollution, hein, vous savez, qui est sous-jacente. On mesure la pollution par le phosphate ou par le nitrate, ou par les deux, est-ce que ce n'est pas un peu la même chose? Donc on fait test de corrélation dans résumé. Alors ça va aller très vite, hein. On
sélectionne nos deux variables qui sont nitrate et phosphate, alors qu'il y a la touche Shift pour le deuxième variable, la touche majuscule, tout en cliquant. Et puis on peut faire un Pearson, comme on peut faire un Spearman. Pour l'instant, je fais un Pearson bilatéral et je commenterai les autres options qu'il faut quand même avoir en tête. Bien, et là je fais OK. Et vous voyez que je vais m'intéresser à une seule valeur, c'est la p-value. C'est allé très vite. Et donc dans la p-value, je vois que j'ai une valeur très basse qui m'indique qu'effectivement, une telle association de points ne peut pas être due au hasard. C'est ce que signifie H0, qui me dit qu'il n'y a pas de corrélation linéaire. C'est une corrélation linéaire dans ce cas-là, Pearson. Et donc, on rejette H0 et il y a bien une acceptation du fait qu'il existe une corrélation linéaire entre le phosphate et le nitrate. Alors, pour être plus global, je vais enlever la comparaison des deux ingénieurs et je vais réafficher la tendance générale pour voir de quoi on part et quel est le test qui est associé à quel graphe, d'accord. Donc, je vais dans nuage de points, j'enlève le graphe par groupe, donc j'annule, je désélectionne si c'était possible. Hop, OK. Est-ce qu'il me l'a enlevé, ça? Je ne sais pas s'il me l'a enlevé dans ce cas-là. Oui, il me l'a bien enlevé. Donc, effectivement, non, il m'a mis que Marie, là. Ça ne va pas du tout, ça. Donc, en fait, c'est la ligne bleue que j'utilise. Ah oui, parce que j'avais le graphe allumé, n'importe quoi. Il faut éteindre le graphe si on veut faire un nouveau graphe. Il faut l'effacer. Donc, graphe, nuage de points. Alors, nitrate et phosphate. Eh ben non. Je me retrouve un petit peu couillon là parce qu'il veut plus. Ah, réinitialiser, pardon, réinitialiser. Oh, je ne sais plus lire. Excusez-moi pour mes maladresses. Il fallait que j'appuie sur réinitialiser. Excusez-moi. Ensuite, je refais nitrate, phosphate ou phosphate nitrate. C'est une corrélation. Et c'est bien ça que me distingue mon test de corrélation. C'est est-ce qu'il existe une relation linéaire entre phosphate et nitrate, c'est-à-dire que quand nitrate augmente, phosphate augmente d'une proportion telle que les relations linéaires sont respectées, c'est-à-dire qu'il y a une corrélation linéaire, et l'inverse aussi, si phosphate diminue, est-ce que nitrate diminue de façon linéaire? La réponse est oui, de façon significative, puisque je vais avoir ici comme réponse à mon test une p-value qui vaut donc une valeur très faible et qui me montre que les deux sont corrélés. Alors là, il y a donc ce qu'on appelle une redondance d'information, c'est-à-dire que travailler pour mesurer la pollution sur le nitrate et en même temps sur le phosphate, ce n'est pas d'un grand intérêt parce que nous voyons ici que le coefficient de corrélation est quand même de 0,67, ce qui est quand même pas mal. Alors je vais... oui, c'est ça, 0,67. Alors, il n'est pas plus grand parce que j'ai encore mes points aberrants qui conchient cette statistique. On parle aussi de statistique pour le coefficient de corrélation. Alors, dans l'échantillon, il est de 0,67. Et vous voyez qu'il correspond à un intervalle de confiance dans la population. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va trouver dans la population de façon précise, mais on sait que l'intervalle de confiance à 95% nous dit qu'il y a 95% de chances pour que le coefficient de corrélation de la population, c'est-à-dire dans la zone étudiée, soit compris entre 0,54 en gros et 0,78 en gros. Donc vous voyez, c'est ça l'intervalle de confiance, c'est l'intervalle associé à une probabilité de retrouver notre coefficient de corrélation dans la population dans cet intervalle. Donc 95% de chances de retrouver le coefficient de corrélation de la population qu'on ne connaîtra jamais précisément dans cet intervalle. Et cet intervalle est centré sur la valeur 0,68 à peu près, 0,6791. Donc, très forte corrélation entre les deux, on va dire forte corrélation entre les deux, et donc se poser la question,
de conserver les deux informations, ou l'une ou l'autre, pour mesurer la pollution et la santé de la rivière. Ben écoutez, je crois que nous avons fait un bon travail là à partir de cette étude. Hein. Vous voyez qu'on a quand même bien avancé. J'espère que vous trouvez toujours très intéressant cette option. Je vous le dis encore une fois, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de formations en France qui vous montrent en tant que biologiste et qui présentent les statistiques et l'analyse des données de cette façon. Donc, j'espère que je ne me fourvoie pas en essayant de vous intéresser à cette façon de voir les choses et que vous êtes toujours intéressé de suivre cette formation. Voilà, qui est un petit peu, je vous l'avoue, hors norme. Hein, c'est-à-dire que vous ne retrouverez pas des profs peut-être aussi motivés et aussi, on va dire, intéressés à différents champs d'investigation quand on fait une étude statistique. Voilà. Donc, vous savez que pour moi, c'est très important de vous sonder. Est-ce que vraiment ça vous intéresse ou est-ce que vous regrettez que vous auriez préféré avoir une formation plus académique, plus standard? En tout cas, je crois que je n'avais pas caché mon jeu quand j'avais présenté l'option. Ben, merci pour vos encouragements. J'espère que j'intéresse tout le monde. Voilà. Et que ben, si ça peut vous réconcilier avec les données, ben, vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'être un fort en maths pour pouvoir analyser les données. Il suffit d'être un biologiste cohérent. Et vous avez vu quand Mathias s'est débrouillé avec brio, et je suis sûr que j'en aurais interrogé d'autres que Mathias, ça aurait été pareil, pour livrer une information cohérente, intelligente, bien pensée, telle qu'on l'attend. Et vous voyez, on est tous... oui, Mathias, c'est trop fort, c'est vrai. On est tous... mais il y en a d'autres des très forts. Hein. Et voilà, et on réfléchit un peu et les maths sont pas si compliquées. Et du coup, ça devient... tu devrais dire merci, Mathias. Donc finalement, les maths, ça devient presque une récompense de se dire que waouh, on est capable de faire ça. Hein. Donc moi, j'ai un dada, c'est les microplastiques, les nanoparticules, l'environnement. Donc attendez-vous peut-être à tomber sur un défi qui va parler de ça. Alors aujourd'hui, vous l'avez vu, vous avez braqué la banque avec des jeux improvisés qui ne sont pas des jeux qui ont été demandés en réponse équipe et en réponse mail. On en a fait quelques-uns, c'était pas mal. Moi, je me suis bien amusé. J'espère que vous êtes bien amusés aussi. Mais il y aura d'autres jeux plus conventionnels à la 6e séance. Alors, à la 6e séance, on va continuer l'exploitation de ce fichier, mais on ne s'arrêtera pas là, puisque nous continuerons notre investigation en étudiant la rivière sous d'autres aspects. On va rajouter une usine, on va rajouter des éléments, et je vais vous transmettre par email le fichier global là que j'ai dessiné, et puis des éléments caractéristiques du cours, et puis quelques impressions d'écran qui seront utiles. Donc surveillez comme d'habitude la mise à jour du site sur deux aspects, l'onglet L2S4 pour les documents du cours et peut-être je mettrai une vidéo. Je me permettrai, si vous êtes d'accord, de vous mettre une vidéo sur les microplastiques qui dure 6 minutes, qui m'a... Bon, parce que c'est vraiment... Ça a tombé par terre. Attention, elle peut être choquante, hein, je vous le dis tout de suite, elle comporte des éléments choquants. Donc pour les personnes sensibles, évitez de la regarder jusqu'au bout. Hein. Pour les autres, si vous avez les reins solides, ben, si vous ne le saviez pas, ben, ça peut être matière à une découverte, à voir à une vocation, et puis vous verrez qu'effectivement, il y a beaucoup de scientifiques qui travaillent sur cet aspect, dont quelques personnes en Australie, aux États-Unis et en Angleterre qui sont célèbres dans le monde entier, malgré leur jeune âge d'ailleurs. Donc je vais vous mettre cette vidéo, si vous le permettez, qui sera sur YouTube, et puis je vais vous mettre des documents de cours. Alors, quant au défi, deux solutions. Je vous donne le défi 5 dès maintenant pour que vous y jetiez un œil et que vous rassuriez. Ou je vous donne, deuxième solution, le défi 5 et le défi 6 demain. Je crois que c'est plus sympa que de faire des allers-retours comme ça. Donc je mettrai à jour l'onglet des défis demain matin si vous le voulez bien. Ce qui me permet de réfléchir plus en profondeur au défi 6, sachant que j'ai un dilemme
j'ai un choix à faire entre 3 défis qui sont déjà préparés. Mais il faut que je me mette d'accord avec moi-même pour savoir quel défi je vous mets. Ils sont tous aussi intéressants les uns que les autres. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Merci de votre participation. Tous ceux qui ont braqué la banque, comme d'habitude, vous m'envoyez vos petits memento pour me dire que vous avez gagné tel ou tel point. Vous me faites la somme. Hein. Et puis, félicitations à la classe et félicitations à tous ceux qui ont répondu, dont Mathias, bien sûr, qui a été mis en vedette aujourd'hui, mais aussi pour toutes les réponses pertinentes sur des questions qui n'étaient pas aussi faciles que ça. Hein. Vous êtes vraiment des graines de chercheurs. Hein. Ouais, le fameux. Eh bien, on peut étudier la variable quantitative discrète x décrivant le nombre de cafés que se prépare. Variable dépendante, et tu te confirmes le nombre de... ça, c'est pas mal, ça. Eh bien, écoute, oui, je vais t'avouer, Yanis, je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas de cigarettes, ni de substances bizarres, je ne prends pas de médoc hallucinogène, donc effectivement, je carbure au café, et j'ai encore un petit vice, c'est le chocolat noir, vous ne l'avez pas vu, mais je m'étais préparé un petit carré de chocolat noir, que je me servais de temps en temps pendant que vous aviez le dos tourné. D'accord. Ah, il faut bien rire un peu, hein, ça sert à ça. Hein. Voilà, voilà, il faut couillonner le prof, exactement. Bon, alors oui, le chocolat, c'est une drogue, hein, c'est une drogue dure, hein, c'est comme le café. Mais il paraît que le café, c'est bon pour la santé. Voilà. Donc, c'est mon petit vice. Écoutez, bonne fin de semaine, bonne inspiration, bon week-end. Merci pour les gens qui se sont déclarés pour les défis, les cours des défis, le défi 5, le défi 6, le défi 7, hein, puisque ça va jusqu'au défi 7. Je vais mettre ça sur le site et vraiment un grand merci pour cette ambiance de groupe alors qu'on est en confinement et qu'on va avoir effectivement, bien sûr, l'occasion de se voir une seule fois, peut-être le jour de l'examen. Ciao, ciao, amusez-vous bien.